Pourquoi vous lisez des histoires aussi noires? Qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête? C'est l'histoire d'un jeune lycéen qui s'appelle Naël, qui, comme tous les matins, se lève difficilement pour aller au lycée. Et devant sa porte d'entrée, il trouve un livre étrange qui a pour titre « Le roman maudit ». C'est écrit à la main, un peu griffonné. Et il ouvre ce livre et les chapitres sont cousus entre eux. C'est-à-dire qu'il y a 24 chapitres sur lesquels c'est marqué du 1er au 24 décembre. Et comme il découvre ce livre le 1er décembre, il décide d'ouvrir le premier chapitre. Et il va le découvrir, c'est l'histoire de Léo, qui est un enfant c'est le journal de Léo, qui apparemment est un enfant qui a été kidnappé. Donc Léo, ce 1er décembre, raconte sa première journée d'enfermement, de peur. Et Naël vit sa journée de lycéen, il range ce livre dans son sac, et le lendemain, il n'y pense plus trop, enfin si, ça le tracasse un petit peu, puis quand il se réveille le lendemain pour reprendre sa journée, il se rend compte que le 1er décembre recommence, exactement les mêmes événements qui se produisent, et il redécouvre ce livre. C'est une espèce de journée sans fin, un 1er décembre qui recommence, et on va essayer de comprendre comment Naël va pouvoir se sortir de cette boucle infernale. C'est un livre pour toute la famille. C'est quoi l'âge des lecteurs que tu vises avec cette histoire-là? Oui, alors il y a plusieurs. Chez Ozu, donc, qui est l'éditeur du roman maudit, il y a plusieurs romans de l'Avent qui sont destinés à plusieurs âges. Il y a des romans de l'Avent pour les tout petits, les 6-8 ans, les 8-10 ans. Et moi, c'est plutôt un public de young adultes, alors d'ados, de jeunes ados. Donc démarrer à partir de 12 ans, je dirais, parce que c'est quand même l'histoire. Il n'y a rien de. C'est très très éloigné de mes livres, évidemment, pour adultes, qui vont très loin dans le noir, mais il y a quand même un suspense fort, il y a une disparition, il y a de l'angoisse, il y a un peu des monstres, des lieux qui peuvent faire peur. Donc plus jeune, vers 10 ans, c'est peut-être un peu tôt, parce qu'on fait beaucoup on imagine beaucoup à cet âge-là, mais 12 ans, et puis après, évidemment, c'est de 12 ans à l'infini, je dirais, puisque il y a tout un tas de lecteurs adultes qui lisent mes livres, qui se le sont procurés, qui retrouveront mon univers, ce qui fait on va dire le charme de mes romans, mais évidemment avec ça n'ira pas aussi loin. Voilà, il ne faut pas s'attendre à une histoire non plus hyper tarbiscotée, très sanglante. C'est vraiment pensé pour démarrer à partir de 12 ans. Tu dirais quoi, toi, aux gens, et il y en a ici, je le disais, qui ne supportent pas qu'on corne des pages et qui vont peut-être tomber dans les pommes en entendant que les pages sont séparées au passage du coupe-papier? Je dirais que si tu ne décèles pas les pages du roman maudit, tu ne vas pas lire grand-chose. C'est ça, les remerciements. Oui, parce que chaque chapitre est du 1er au 24 scellé, et c'est vraiment destiné à être découpé, c'est-à-dire qu'il y a un prédécoupage, donc on n'abîme pas le livre, c'est vraiment je trouve même que c'est un petit plaisir de prendre un petit coupe-papier comme tu as, qui fait aussi office de marque-page et de découvrir le chapitre. Mais oui, je comprends, moi ça m'arrive de dédicacer des livres, même La Chambre des Morts parfois, ou les tout premiers qui ont plus de 20 ans. Et ils sont comme neufs, donc respect total aux gens qui les gardent dans ces états-là. Je trouve ça très chouette. Et puis après, il y a ceux qui... Moi, j'aime bien les deux, parce qu'il y a le respect du bel objet qu'on essaye de conserver. Puis j'aime bien les livres aussi qui ont vécu, qui sont tout abîmés, parce que voilà, ils ont circulé, ils portent un peu la trace d'un morceau d'existence. Et c'est ça aussi un livre, c'est une espèce c'est un moment c'est un partage, et c'est une rencontre, et souvent l'état du livre, voilà, ça marque un peu une période, une époque. Un romancier, habituellement, ça veut empêcher les lecteurs de poser le livre, sauf si je me trompe. Ça te fait quoi de savoir qu'ils vont passer, normalement, 24 jours et être synchro? Parce que moi, c'est ça qui me faisait rire, c'est d'imaginer cette immense lecture commune où, finalement, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui vont lire la même chose le même jour. T'en penses quoi de ça? C'est une belle expérience. Oui, ouais, ça c'est incroyable, c'est-à-dire que j'arrête pas de me dire là que le 1er décembre, voilà, on va dire les 95%, enfin je sais pas combien en fait, mais un gros pourcentage de gens vont le lire en même temps.
et donner leur avis, parce que c'est vrai que quand on est auteur et qu'on sort un roman, on regarde beaucoup les avis. Moi, je suis le premier à 2 jours après, ou même vraiment dans cet environnement de la sortie du livre, d'aller voir les avis, voir si le roman plaît au lecteur. Donc, les romans, ils les lisent très vite. Le lendemain, on a déjà tout un tas d'avis. Là, c'est un peu différent, parce qu'effectivement, il y a cette attente. Alors, il y a quand même des avis, parce que les gens... il y en a qui craquent et qui le lisent intégralement, ce qui est aussi très très bien. Comme ça me permet de voir un peu comment l'histoire est reçue. Mais non, c'est ça qui va être très très chouette le 1er décembre, de se dire ça y est, les gens y vont. Et puis effectivement, ça crée un peu cette lecture commune, comme tu dis. Même si les gens ne se connaissent pas et ne le lisent pas réellement en commun, face à face, il y a quand même une lecture commune de découvrir au même moment l'histoire. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette. Si vous êtes investisseur, je pense qu'il va y avoir un boom sur les coupes papier dans les 2-3 semaines qui viennent. Plus sérieusement, le roman maudit, il est illustré, je le disais, par Thomas Gilbert. Ça s'est passé comment, la collaboration entre l'auteur et l'illustrateur? Comment on travaille sur un projet comme celui-là? J'ai d'abord imaginé et écrit cette histoire indépendamment de voir, de savoir comment allait se passer le dessin. Parce que c'est vrai que quand j'ai été contacté par Ouzou, on m'a contacté pour écrire un roman de l'avant dans la catégorie du thriller, qui est ma spécialité. J'ai trouvé ça très très chouette, et donc je me suis lancé dans l'aventure, donc sans me dire il va y avoir des illustrations. Je voulais pas brider quoi que ce soit. Alors, une fois mon histoire terminée, je remets mon texte à l'éditeur, et c'est là que intervient Thomas, qui découvre l'histoire et qui va se mettre à l'illustrer. Alors quand même, pendant l'écriture et puis les allers-retours que j'ai fait avec la maison d'édition, qui eux avaient parfaitement en tête le fait que ça allait être illustré, et ils savaient, comme ils publient les romans de l'Avent, ils connaissent un peu le format, les dimensions, la taille du chapitre. C'est-à-dire que moi j'avais des chapitres un peu plus grands certains que d'autres. Or, c'est très calibré, c'est-à-dire que globalement dans le livre, c'est toujours le même nombre de feuillets par chapitre, puisque tout ça est relié. Ce sont des paquets de feuilles. Et parfois, on disait, là, tu as un peu moins de texte, donc il y aura un peu plus d'illustrations, ou l'inverse, ou alors il fallait que je rajoute un peu de texte, parce qu'on se disait, il faut essayer d'équilibrer tout cet ensemble. Et Thomas s'est approprié vraiment cette histoire. Alors, il y avait quand même des choses avant qu'il commence à dessiner, sur lesquelles on s'était mis d'accord. Il fallait par exemple qu'on sente par exemple l'état psychologique des personnages évolue, s'assombrit un peu au fil de la lecture, tout ça vous allez le découvrir. Donc les dessins devraient représenter un peu cette évolution. Et puis après, quand il a commencé à dessiner, je recevais les illustrations un peu au fur et à mesure, et on pouvait parfois il dessinait quelque chose de très très chouette, mais c'était pas tout à fait le texte. C'est-à-dire, par exemple, je dis n'importe quoi, mais le personnage avait un pull rouge dans mon texte, et puis lui il trouvait que c'était mieux en bleu. Je changeais la couleur parce que le bleu. C'est un peu le genre d'aller-retour qu'on a fait là-dessus. Mais il s'est vraiment bien approprié cette histoire, et ça marche ensemble. C'est-à-dire que c'est pas le roman maudit, c'est le texte et les illustrations qui apportent beaucoup à ce qu'est ce livre, avec vraiment des dessins qui sont très très intéressants, et qui retranscrivent vraiment bien cette ambiance que j'ai voulu créer dans l'histoire. C'est vrai que le mariage des deux fonctionne très très bien. Il y a des jeux sur les polices d'écriture, des mises en exergue qu'on pourrait retrouver un peu comme dans un univers BD, donc c'est assez déstabilisant. Et puis des progressions, je vous dis pas quoi, vous le découvrirez, mais donc très très chouette univers, et une belle collaboration. T'aimes bien travailler comme ça, texte et illustrateur, ça te nourrit en tant qu'auteur aussi, de faire comme ça? Oui. Alors, je fais de la BD aussi, j'ai fait du scénario télé. Donc, dans ces médias-là, il y a quelque chose, il y a l'image.
il y a l'image qui est extrêmement importante, et l'image raconte quelque chose, et une image peut représenter 10 000 mots parfois. C'est-à-dire, si on écrivait ce que représente l'image, parfois, pour certaines images, il faudrait beaucoup de texte pour la décrire. Et donc, il faut utiliser ça. L'image permet d'aller à l'essentiel parfois dans le texte. Donc, en tant que romancier, auteur collaborateur avec un dessinateur, je dois essayer de faire que les deux se complètent, en fait. C'est-à-dire, moi, par mes mots, retranscrire ce que j'ai envie de faire passer, et laisser aussi, évidemment, une liberté au dessinateur qui peut aussi s'approprier l'univers. Oui, donc c'est une belle collaboration. C'est vraiment un roman graphique, hein. Alors, c'est un vrai roman, parce qu'il est gros, il est épais, mais ces illustrations, elles sont, je trouve qu'elles nous plongent vraiment dans le suspense, et elles nous enferment dans cette histoire. On dit parfois que les jeunes aujourd'hui lisent plus. Je pense que c'est une énorme bêtise. Et toi, t'en penses quoi? C'est aussi une manière de ramener des plus jeunes à la lecture, de faire des formats comme cela, sur des gros livres. Oui. Parce que quand on met tout ensemble, c'est un gros livre. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment ce qui m'a plu, ce qui m'a convaincu aussi de participer à l'écriture, à ce projet, d'écrire ce roman maudit. C'est ce principe que je trouve génial du roman de l'Avent, c'est-à-dire, finalement, on dit aux jeunes qui peut-être en tout cas à ceux qui n'ont pas trop l'habitude de lire et qui pourraient être repoussés par un gros livre à lire d'une fois, on leur dit voilà, tu lis un petit chapitre par jour, et puis tu vas voir, à la fin tu auras lu un roman, et c'est ça que je trouve très fort. Et puis on est un peu il y a justement aussi ce principe de découpage, je trouve, qui apporte quelque chose, c'est-à-dire on s'approprie le livre, on le tient, on le manipule. Et puis il y a cet arrêt à la fin du chapitre, on dit mais on peut pas lire la suite. Donc tout ça fait que ça rend la lecture vraiment intéressante, ludique, et voilà. Mais après, je suis un peu d'accord avec toi, c'est-à-dire que je trouve que les jeunes lisent pas mal quand même. Moi, je le vois sur les salons du livre. Il y a de plus en plus de jeunes. Ils n'ont pas peur de lire non plus des gros livres, hein, puisqu'il suffit de prendre les Harry Potter, et on voit très bien qu'ils sont capables de lire de beaux volumes. Mais voilà, le roman maudit s'adresse aussi au public des jeunes qui lisent un peu moins, et qui, quand ils seront plongés dans cette histoire, seront un peu moins peut-être sur les écrans. Donc ça, c'est plutôt bénéfique. Qui dit roman maudit dit se faire peur, hein, un petit peu quand même, tu le disais tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui t'effraie, toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'effraie? Tu parlais beaucoup de tes cauchemars autrefois, mais qu'est-ce qui fait peur à Franck Tillier? Il y a plein de choses. Alors, il y a les peurs un peu organiques, peur interne, un peu genre phobie. Moi, j'ai peur du vide, par exemple. C'est quelque chose qui me terrorise. Et d'ailleurs, c'est même une peur du vide par procuration. C'est-à-dire que le fait de voir quelqu'un s'approcher du vide me tord le ventre. Mais vraiment, j'ai cette sensation physique, donc c'est assez pénible. Mais j'adore la montagne, par contre, et j'adore les randonnées. Mais c'est vrai que dès qu'il y a ces précipices, ça me terrorise. Et j'ai peur des forêts dans le noir. D'où la forêt quand même qui est quand même très présente dans le roman maudit. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience de vous retrouver au milieu d'un bois ou dans une forêt quand il fait noir. Ça m'est déjà arrivé parce que je m'étais perdu. Et c'est vraiment effrayant parce qu'en plus, on entend tout un tas de bruits. Et évidemment, en tant qu'auteur de thriller, j'imaginais forcément le pire, du genre un tueur en série qui rôde justement là où je suis. Mais on pense rarement à l'écureuil à ce moment-là, on est d'accord. Oui, c'est ça. Mais c'est assez terrible. Et après, voilà, dans le monde, les choses qui effraient un peu tout le monde, et qui sont un peu de notre actualité, malheureusement, comme les guerres, et puis la peur de ne pas... Moi, le Covid m'avait fait très peur parce que de ne pas avoir de perspective d'avenir, de ne pas savoir ce qui allait se passer. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui fait peur, de ne pas... de pas être incapable de se projeter parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Comment est-ce que tu as fait pour jauger ce que moi j'appelle le trouillomètre
qui est peut-être un belgicisme du coup ou pas, dans ce livre qui est adressé à un public plus jeune, mais pas que. Comment on fait pour placer la barre de ce qui fait peur ou pas aller trop loin? C'était une angoisse que tu avais en rédigeant le livre ou pas spécialement? Non, pas spécialement. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'avais un peu mes souvenirs de lecture, de jeunesse, d'adolescent, et en, en me disant, quand on est ado, quand on a 12-13 ans, ce qu'on recherche, c'est l'aventure, c'est le frisson, c'est de frissonner, d'avoir peur pour les personnages. Donc voilà, j'avais cette espèce de flou où je me disais, il n'y a pas besoin d'horreur, de choses terribles, de sang. Il n'y a pas de sang dans le roman maudit. C'est basé sur vraiment ce qui est la définition du suspense, c'est-à-dire d'avoir peur pour des personnages, de trembler pour eux et de se demander s'ils vont s'en sortir. C'est la première chose. Après, j'ai un peu d'expérience aussi dans la jeunesse. Alors, avec la Brigade des Cauchemars, puisqu'il y a une BD à partir de 8 ans, et aussi avec Alex Hugo, donc série télé, dont le principe est d'écrire des téléfilms policiers, mais alors c'est pour adultes, mais il y a la fameuse limite d'âge sur les chaînes publiques, enfin sur les chaînes françaises, et aussi en Belgique, je pense, où un jeune de 12 ans doit pouvoir aussi regarder le téléfilm. Donc il y a tout. Voilà. Après, instinctivement, on sait les choses qui peuvent heurter. Voilà. Donc tout ça, fait que c'est pas si compliqué que ça de s'adapter. C'est de l'expérience aussi. Oui, c'est de l'expérience. C'est le fait d'avoir soi-même été ado, d'avoir des ados aussi. Et puis, peut-être le plus... C'est pas compliqué parce que c'était pas compliqué, mais là où il a fallu retravailler un peu, c'est sur la manière, sur ce qu'est un jeune aujourd'hui, de 12, 13 ans, 14 ans, la manière dont il s'exprime, parce qu'évidemment, les grands thèmes liés à l'adolescence sont les mêmes. La volonté de vouloir grandir trop vite, les expériences qu'on peut avoir avec les copains, la confrontation, enfin toutes ces choses-là restent. Mais après, dans la manière de s'exprimer, avec les technologies, tout ça, voilà, il a fallu un petit peu faire des petits correctifs pour que les jeunes du roman maudit soient des jeunes d'aujourd'hui, en fait. Tu avais des jeunes lecteurs comme bêta-lecteurs pour ce projet? Ou pas spécialement? Non, alors ça s'est fait surtout avec la maison d'édition Ouzou, donc avec mon éditrice qui, Ouzou, ils font beaucoup de livres pour les jeunes, donc ils connaissent ça par cœur. Donc c'est surtout avec eux que ça s'est fait. Puis après, évidemment, quand il y a eu quand le livre était terminé, moi je l'ai fait lire à mes fils. Mais bon, mon plus jeune a 19 ans, donc ça, il est un peu grand, mais bon, il a quand même ce souvenir assez récent du lycée. Et puis après, à la maison d'édition aussi, ils ont tout un tas de jeunes lecteurs, et donc c'est un peu comme ça qu'on a fait les réglages. Sur le suspense, il y avait vraiment rien à dire, parce que ça, je sais faire. Mais après, quelques mots, voilà, quelques façons, la manière de s'exprimer des personnages, et, tout ça, il y a eu des petites corrections, quoi, on va dire. Imagine que la boîte ait un super pouvoir, elle aussi, et elle puisse te faire voyager dans le temps, et que tu puisses, toi, offrir le roman maudit au petit Franck de l'époque, qui avait une 12aine d'années. Il te dirait quoi en découvrant ce livre et en passant son coupe-papier à travers les pages? Je pense que c'est tout ce qu'il aurait aimé. Moi, j'ai souvenir, je lisais des bibliothèques vertes, le Club des 5. J'étais du genre aussi dessin animé, Scooby-Doo et compagnie. Là, voilà, tout le monde connaît un peu ces aventures-là. Et c'est un peu ça vraiment que j'ai reproduit dans le roman. Donc il aura adoré, mais c'est vraiment ce principe du livre de l'Avent, je trouve ça très fort. Et puis on est un peu déjà dans l'ambiance de Noël. Il y a un truc qu'on aime bien, Franck, ici dans la boîte, c'est
l'anecdote. Est-ce que tu peux nous raconter une rencontre marquante de ton parcours? Ça peut être avec des jeunes lecteurs, puisqu'on est sur le roman maudit, ou pas, finalement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête, particulièrement Oui, marquant? oui, j'en ai plusieurs. Alors, une très chouette, c'est que c'est un jour, 2 personnes viennent me voir, un couple, et ils me disent, viennent me remercier parce qu'en fait, ils se sont connus et mariés grâce à mes romans, c'est-à-dire qu'ils ne se connaissaient pas du tout. Ils étaient dans un café ou dans un restaurant, je ne sais plus précisément. Ils lisaient le même livre qui était Vertige. Et c'est comme ça qu'ils se sont connus. Ah bah tiens, tu lis ce roman de cet auteur. Et voilà, ça a été le début de leur histoire d'amour et de leur mariage. Donc ça, c'est chouette de se dire que ce qu'on a écrit est responsable, a rendu 2 personnes heureuses. Et puis une autre petite anecdote. Alors ça, c'est la première fois, ça m'avait très très surpris. Et puis ça fait quelques fois que je fais ce genre de dédicace, des personnes qui viennent me voir, qui me tendent un livre et qui me disent voilà, est-ce que vous pouvez faire une dédicace pour Michel, qui malheureusement n'est plus parmi nous. Et je dois vous dire que mais qui lisait vos livres et qui adorait ça. Et je dois vous dire que la première fois, c'est très surprenant parce qu'on se dit faire une dédicace à quelqu'un qui est décédé, qu'est-ce que je veux bien pouvoir marquer pour Michel, on va pas marquer bonne lecture, quoi, par exemple. Vous voyez, donc il faut une trouver collection complète. Oui, donc voilà, c'est le genre de petites choses un peu cocasses qui peuvent arriver, mais c'est toujours très très sympathique parce que les gens qui viennent sur les salons sont très bienveillants. En général, ils viennent nous dire qu'ils aiment bien nos livres, donc ça c'est chouette. Je vais te donner 60 secondes. Et je t'invite à profiter de ce moment pour partager ce que tu veux, parce que voilà, moi je suis comme ça, un coup de cœur, un coup de gueule, un conseil de lecture, pourquoi pas, une réflexion sur le monde littéraire, il y a tellement de choses à dire. Tu peux aussi nous surprendre avec la recette du tiramisu si tu veux. Je vais déclencher le petit chrono, je pense qu'il est encore actif. Et puis voilà, tu as 60 secondes, et je t'invite à en faire absolument ce que tu veux. Oui, écoutez, je vous invite à lire les auteurs de romans policiers français. Je fais de la pub un peu pour tous mes camarades auteurs qui écrivent dans le polar et qui sont français. Vous savez, il y a 20 ans, on lisait que de l'américain, les gens lisaient que des romans américains. Et puis après, il y a eu la vague des romans nordiques, Stieg Larsson, Camille Lagerberg. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une vraie, je trouve, marque de fabrique française, avec des auteurs comme, tu en as parlé, Frédéric, Nico Taquian, il y a Jacques Sausset qui est extraordinaire, il y a Karine Gibel, il y a Olivier Norek, il y a Bernard Minier, Michel Bussy, que j'aime beaucoup, Sonia Delzongle, parce qu'il y a aussi, alors on les appelle les louves du polar, tout un collectif de femmes auteurs de polar qui sont remarquables, qui écrivent des choses aussi noires que nous, donc lisez local, lisez français, vous verrez, c'est très très chouette et j'ai réussi. Tu parlais de Nico Taquian, alors sans transition, dans la série On ne change pas une équipe qui gagne, l'actualité pour toi c'est aussi la sortie d'une BD et elle est magnifique cette couverture, alors je vous la montre tout de suite, ça s'appelle Le Village et tu partages l'affiche avec Nico Taquian et Camille Kochanski. Il s'y passe quoi dans ce village? Est-ce que tu peux nous en dire un mot? On va un peu parcourir tout le reste de ton actu avec les quelques minutes qui nous restent. Mais le village, moi je suis absolument fan de la couverture. Déjà rien que ça. Oui, c'est un peu un ovni, un objet littéraire non identifié. C'est une grosse BD, c'est presque un roman graphique parce que ça fait plus de 150 pages. Alors c'est un mélange d'histoires policières, d'histoires fantastiques, un peu science-fiction. On s'est vraiment amusé avec Nico Taquian et Camille. Alors Camille qui est le dessinateur, mais en tout cas déjà dans l'écriture du scénario, où on avait un mot d'ordre de l'éditeur, c'était écrivez ce que vous voulez, mais il faut que ça nous fasse peur, il faut que ça, et puis que ce soit complètement original. Donc on s'est un peu lâché avec Nico Taquian, hein, on se connaît très très bien parce que on a écrit les Alex Hugo, donc pour la télé,
ensemble, on a l'habitude de travailler ensemble. Et donc, on a concocté ce village qui débute par une enquête policière, la découverte de 30 cadavres dans une rivière. Rien que ça, on s'est dit, bon, 2 ou 3 s'étaient passés, il en faut 30. Voilà, et leur particularité, c'est que lors de l'autopsie, on se rend compte qu'ils n'ont plus de cerveau, c'est-à-dire que le cerveau, on ne leur a pas volé, il a fondu de l'intérieur. Et ça démarre là-dessus, et puis on va se rendre compte qu'il y a une histoire qui provient d'une espèce de village étrange, mais je ne vais pas en dire plus pour ne pas révéler cette histoire, mais vous allez passer un super moment, et puis les dessins sont absolument extraordinaires, remarquables, et attention quand vous lisez une BD, je dis ça parce que j'ai des lecteurs qui ont l'habitude de lire des romans, et qui lisent une BD comme un roman, c'est-à-dire ils tournent les pages en lisant que les bulles sans trop regarder les dessins. Il faut vraiment, vraiment regarder les dessins, prendre son temps, parce que c'est une BD justement aussi complexe à lire. Ça demande un effort, parce que parfois il y a des ellipses, des sauts dans le temps, d'où l'intérêt de bien prendre son temps et de bien regarder les illustrations. Il y a aussi la Brigade des cauchemars, on en parlait un peu tout à l'heure des cauchemars. On est au tome 9. Ouais. Ça continue pour ses aventures. Hein. En quoi cette brigade est-elle un terrain de jeu passionnant pour toi ? Oui, super couverture. Je la trouve vraiment magnifique. C'est une des plus réussies de toutes les séries, dessinée par Yoam Guy, qui est mon partenaire pour l'écriture de sa BD. C'est l'illustrateur. C'est une BD qui existe depuis 9 ans, puisqu'on sort un tome par an, qui est une pure création. Hein. J'ai créé l'histoire de la Brigade des Cauchemars et le pitch et l'originalité de la série il y a 9 ans. Et on s'est rapproché avec Yoam Guy. Il s'est approprié cet univers des cauchemars. On le voit bien avec le personnage, qui sont des vrais personnages avec les grands yeux, des personnages qui correspondent bien à ce qu'on peut imaginer dans les cauchemars. Oui, c'est une BD qui plaît beaucoup aux jeunes, et c'est très très rigolo parce que c'est à partir de 8-9 ans, et à l'époque, les jeunes qui avaient découvert le premier tome, donc qui avaient 8-9 ans à l'époque, aujourd'hui ils continuent à venir nous voir, et ils ont 16, 17, 18 ans, et c'est chouette quoi, de se dire aussi, quelque part on participe au fait qu'ils lisent et puis qu'ils suivent des aventures comme cette personnage. Voilà, toujours cette volonté d'essayer de retransmettre ce que moi-même j'ai aimé quand j'étais plus jeune, parce que je trouve que les lectures de jeunesse, elles sont marquantes, et on les emmène avec soi, et on s'en souvient longtemps. Et voilà, c'est important aussi d'écrire pour les jeunes. J'adore ça en fait, en définitive. Et un petit commentaire au passage, à mon avis il va te faire plaisir, c'est Nat qui nous dit ça. Mon fils ne lit pas, mais la Brigade des Cauchemars, il adore. Ouais, ça fait plaisir d'entendre ce genre de commentaires. Ben oui, puis de voir qu'ils suivent les aventures, et puis ils viennent vraiment en septembre, le nouveau tome est là, parce que c'est vrai que ceux qui découvrent aujourd'hui, c'est chouette, parce qu'ils lisent le premier, et puis il y en a encore 8 derrière, donc c'est... Alors qu'à l'époque, je me souviens, c'était terrible, parce que quand on a 10 ans et qu'on dit qu'ils viennent nous voir et ils prennent le tome 1, puis à la fin ils disent on leur dit ouais, t'inquiète pas, il va y avoir une suite, mais ce sera dans un an. Et pour eux, c'est le bout. Eux, un an, c'est le bout, c'est l'éternité. Donc on voyait sur leur visage la déception immense. Mais après, voilà, ça fait aussi partie d'attendre du suspense, quoi. Et on parle du bout, c'est vers l'infini et au-delà. Tu sais déjà où tout ça va vous mener avec Yoam Guy ou pas encore? La Brigade, il y a eu un premier cycle de 5 tomes, hein, où c'était la machine à cauchemars, c'est-à-dire elle plongeait dans les cauchemars. Après, du tome 6 au tome 10, c'est la machine des souvenirs, donc il plonge cette fois dans les souvenirs des gens. Donc là, c'est le tome 9. Je suis en train justement d'imaginer le tome 10 pour conclure un peu cette machine des souvenirs, et puis après on verra si on replonge pour une nouvelle série, enfin en tout cas un nouveau cycle, ou si ça s'arrête sur ces 10 tomes. Il y en a pour tout le monde dans ton actu à l'approche des fêtes, et donc
vous pouvez aussi craquer pour l'excellent Norferville. Je vous montre la couve, puisqu'il est sorti en poche. Mettez un bonnet et des moufles, c'est un peu froid. Vous pouvez aussi craquer pour À retardement. On y retrouve Charcot. Et parce que j'ai pas le temps de poser toutes les questions que j'aimerais te poser, donc on va être obligé de se recroiser ici ou là. C'est vraiment un livre qui a déclenché beaucoup de questions. Pour toi, où se situe la frontière entre un esprit malade qu'il faut protéger et un esprit dangereux qu'il faut punir? C'est la question du... oui, c'est ça, c'est une vraie question de philo. Mais oui, c'est au cœur du roman, cette notion de responsabilité et d'irresponsabilité face à un crime. Et c'est une notion complexe. Donc ça va être compliqué de la développer là en quelques mots, mais voilà, de se dire où est la frontière entre la conscience de l'acte qu'on accomplit et la maladie. C'est un article de loi en France, mais qui doit être assez proche, je pense que c'est probablement le même en Belgique, qui parle de l'abolition du discernement ou de l'altération ou de la pleine conscience. Si on a pleine conscience de ses actes ou juste une altération, c'est-à-dire si on a un peu quand même conscience de ses actes, eh bien on est jugé, et, la peine c'est probablement une peine de prison. Et puis si c'est une abolition, eh bien c'est plutôt le circuit de la psychiatrie, mais évidemment dans des cas très ambigus, de personnes qui commettent des actes mais qui ont des problèmes psychiques connus, il faut l'intervention d'experts psychiatres qui vont justement essayer de définir l'état de la personne au moment des faits. Donc c'est un sujet vraiment passionnant, d'actualité, hein. On en parle tous les jours dans tout ce qui se passe dans notre monde, avec les faits divers et les crimes effroyables qui sont commis. Mais c'est passionnant, et puis c'est ce que j'ai voulu faire découvrir au lecteur à travers ce roman. Et juste une petite parenthèse, il y a une dernière actualité encore, mais ça on en... Le collector. Non, il y a le collector de À retardement, et puis il y aura la BD 1991, qui est l'adaptation du roman 1991, alors auquel j'ai pas participé, mais que j'ai eu l'occasion de lire et qui est incroyable. Voilà, donc si les gens aiment les adaptations de romans en format BD, il y aura cette BD qui sortira début décembre. Donc ça fait beaucoup d'actualités. Tu voulais faire plaisir à toute la famille, c'est ça? Oui, il y en a un peu pour tout type de lecteurs, donc c'est chouette. Dans ton parcours, tu as croisé de nombreuses personnes, ça j'en doute pas. Si tu devais mettre l'une d'elles en lumière ce soir dans la boîte, peut-être une que tu n'as pas encore eu l'occasion de mettre en lumière, tu choisirais qui? Et qu'est-ce que cette personne représente pour toi? Qu'est-ce que tu lui dirais ce soir? Ça peut être littéraire ou au-delà dans ton parcours. C'est plutôt un groupe de personnes, c'est-à-dire toutes les personnes qui m'ont aidé dans mes recherches. Alors c'est souvent des gens qui sont absolument passionnés, beaucoup de scientifiques. Moi j'aime beaucoup je suis parrain de l'Institut Pasteur de Lille. Et puis quand j'ai écrit Pandémia, donc qui parlait des virus, ils m'ont accueilli à bras ouverts pour répondre à toutes mes questions et aborder cet univers. Et les chercheurs sont souvent des gens de l'ombre qui travaillent dans leur coin, souvent sur des choses dont on pense qu'elles sont insignifiantes, mais qui contribuent à faire qu'on peut vieillir en bonne je puis tout un tas de choses qui font qu'on est protégé des microbes, toutes ces choses-là. Donc je dois leur faire un clin d'œil à tous les chercheurs qui travaillent sur notre santé. Quels sont tes projets pour les semaines et les mois à venir? Profiter des fêtes ou bien tu n'arrêtes jamais? Les deux. L'un n'empêche pas l'autre. Non, là, je toujours plongé dans mon roman qui sortira en mai prochain, qui sera un one-shot, puisque À retardement était une histoire avec Charcot. C'est toujours une période où je suis en phase de très très bien avancé dans mon histoire, donc je finirai l'histoire dans les semaines à venir, pour une sortie en mai, et je pense que ça sera passionnant. Alors on va garder le suspense, on va pas dire trop de quoi il s'agit, mais ça sera un bon thriller
autour des traumatismes de la mémoire qui me fascine. Est-ce qu'il y a déjà un titre? Est-ce qu'on a le droit? Ils essayent, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, il n'y a pas de titre. Le titre, c'est toujours... je ne l'ai pas encore. Et ça, on verra quand... Souvent, on travaille en commun avec ma maison d'édition pour à celui qui aura le meilleur titre. Il n'y a pas de règle. Il y a certains livres où je l'ai dès le début, et puis d'autres... Norferville, au bout de 3 pages, j'avais le titre. Mais là, bon, voilà, je l'ai toujours pas, parce que c'est plus général. Donc, mais ça ne te stresse pas plus que ça? Ah, le titre? Non, bah non, parce qu'après, c'est pas... Si c'était que ça, écrire un livre, ça, je serais très heureux. Ça serait très très facile. Si le génie de la boîte t'accordait un vœu, quel serait-il, à part le fait d'avoir plein de vœux? J'insiste. Ça peut être quelque chose de personnel, quelque chose de global pour la communauté littéraire ou même pour la société en général. Si la boîte t'accordait un vœu, tu choisirais quoi? Plus de guerre, fini les guerres.